Première partie sur 3. Ici, Elizabeth Davis, et ce que vous allez entendre n'est pas de la spéculation, c'est une crise qui se déroule en temps réel sur les autoroutes de la Californie. Après 4 ans et demi de guerre juridique, 4 ans et demi, l'industrie du camionnage vient de perdre et les conséquences ébranlent les fondations du commerce américain. En ce moment même, 70 000 camionneurs indépendants, 70 000, sont forcés de quitter la Californie. Pas l'an prochain, pas le mois prochain, ça se passe aujourd'hui. Si vous vous souciez des chaînes d'approvisionnement, du coût des marchandises ou de l'avenir de la logistique américaine, cliquez sur le bouton s'abonner maintenant. Aimez cette vidéo et restez avec moi parce que ce qui vient ensuite touche chaque personne qui regarde. Les plus grands transporteurs du pays ne font plus que prévenir les conducteurs. Des entreprises comme Landstar disent aux camionneurs de faire leurs valises et de quitter la Californie carrément. Ce n'est pas un ralentissement temporaire, c'est un exode. La question que tout le monde se pose est simple, mais terrifiante. Quel genre de loi est assez extrême pour vider les autoroutes et paralyser les ports les plus achalandés des États-Unis? La réponse commence par une défaite au tribunal qui a envoyé une onde de choc dans tous les centres de répartition de San Diego jusqu'à Sacramento. Les centres de répartition se sont enflammés au moment où la nouvelle est sortie. En moins de 72 heures, après la défaite juridique, les bureaux des transporteurs partout dans l'État se sont précipités en mode crise. Landstar, l'un des noms les plus respectés de la logistique de fret, a envoyé des avis urgents à tout son réseau. Le message était direct et sans équivoque. La Californie était devenue un risque. La nouvelle réalité juridique voulait dire des vérifications, des amendes et une menace bien réelle de pénalités rétroactives remontant sur des années. Des conducteurs qui avaient passé des décennies à bâtir des relations avec des expéditeurs californiens ont soudainement fait face à une décision impossible. Rester et risquer la ruine financière ou partir et abandonner tout ce qu'ils avaient construit. Les conversations dans les bureaux de camionnage ont changé du jour au lendemain. Ce n'était plus une question de trouver la prochaine cargaison ou de négocier les tarifs. C'était une question de survie. Parce que rien ne dit bienvenue en affaires comme veuillez partir et n'oubliez pas vos factures de 2010 à 9. D'autres transporteurs ont observé ça de près et ont fait leurs propres calculs. Certains ont discrètement retiré le fret californien de leur tableau de chargement. D'autres ont publié des avertissements pour éviter toute expédition qui part de l'État. Des propriétaires exploitants, dont plusieurs avaient mis toutes leurs économies dans leurs camions, ont vu leur téléphone devenir silencieux. Un conducteur l'a décrit parfaitement. Une semaine, je transporte des produits qui sortent de la Central Valley. La semaine suivante, plus rien. L'industrie n'a pas attendu de recevoir des lettres d'application. Les gestionnaires de risque et les avocats d'entreprise ont fait les calculs et sont arrivés à la même conclusion sombre. Mieux vaut perdre la Californie maintenant que de faire face à des pénalités à 6 chiffres plus tard, des pénalités à 6 chiffres. Ce n'était pas de la panique, c'était une retraite calculée. Les entreprises ont regardé l'exposition potentielle et ont pris des décisions d'affaires froides. Le coût de la conformité était trop élevé, le risque de la non-conformité était catastrophique. Alors elles ont fait la seule chose qui avait du sens. Elles sont parties, un classique pivot stratégique, autrement dit en langage d'entreprise, on sacre notre camp. Pour les camionneurs indépendants, le calcul était encore plus brutal. Ce n'étaient pas des employés corporatifs avec des filets de sécurité. C'étaient des petits entrepreneurs qui avaient tout misé sur leur capacité à continuer de déplacer du fret. Et maintenant, sans que ce soit leur faute, le sol s'était déplacé sous leurs pieds. La bataille juridique était terminée, mais elle ne s'est pas terminée dans un grand moment dramatique au tribunal. Elle s'est terminée dans les décisions quotidiennes, silencieuses de répartiteurs et de conducteurs qui ne voyaient plus d'avenir sur les routes californiennes. La loi avait parlé, et le marché a répondu avec une réponse immédiate et dévastatrice. La Californie venait de perdre 70 000 camionneurs, 70 000, et les effets en cascade ne faisaient que commencer. Pour comprendre comment on s'est rendu là, vous devez comprendre l'Assemblée Bill 5, aussi appelée AB5. Signée en loi en septembre 2019, AB5 a introduit quelque chose qu'on appelle le test ABC. À première vue, ça semble simple. Le test détermine si un travailleur est un entrepreneur indépendant ou un employé. Pour rester indépendant, le travailleur doit réussir les 3 volets.
Le volet A exige la liberté par rapport au contrôle de l'entreprise. La plupart des propriétaires exploitants réussissent ça facilement. Ils choisissent leurs itinéraires, entretiennent leurs propres camions et gèrent leurs entreprises de façon autonome. Le volet C exige d'exploiter un métier ou une entreprise établie. Encore une fois, les camionneurs qualifient. Ils investissent des centaines de milliers de dollars en équipements, permis et opérations. Mais ensuite vient le volet B. Et c'est là que tout s'écroule. Le volet B dit que le travail effectué doit être en dehors du cours habituel des activités de l'entreprise qui embauche. Pour les camionneurs loués à des transporteurs routiers, cette norme est impossible à respecter. Transporter du fret, c'est le cœur du métier de chaque entreprise de camionnage. Il n'y a pas de détour possible. Dès qu'un propriétaire exploitant déplace une cargaison pour un transporteur, la loi présume que ce conducteur est maintenant un employé. Selon le Code du travail de la Californie, section 2775, cette présomption est automatique. Il n'y a pas de négociation, pas de flexibilité, pas de place pour la réalité, de la façon dont le camionnage fonctionne réellement. C'est comme se faire dire que vous pouvez rester indépendant tant que vous arrêtez de faire la job pour laquelle on vous engage. Brillant. Deuxième partie sur 3. D'autres professions l'avaient vu venir et ont obtenu des exemptions directement inscrites dans la loi. Les médecins ont eu des dérogations. Les courtiers d'assurance aussi. Les agents immobiliers aussi, et les ingénieurs aussi. Mais les camionneurs, eux, n'ont rien eu. Pour 70 000 propriétaires exploitants, 70 000, le volet B ne fonctionne pas comme une ligne directrice juridique. Il fonctionne comme une porte verrouillée sans clé. L'indépendance qu'ils ont passé des décennies à bâtir, les entreprises pour lesquelles ils ont fait des sacrifices, les investissements qu'ils ont faits en équipement et en réputation, tout ça est effacé par une seule clause dans la loi de l'État. Ce ne sont pas des travailleurs qui cherchent un statut d'employé. Ce sont des entrepreneurs qui ont choisi le risque et la récompense de la propriété d'entreprise. Et maintenant, on leur dit que ce choix n'existe plus en Californie. La loi leur offre 2 options. Devenir employé et abandonner l'indépendance qui définit leur gagne-pain, ou quitter l'État complètement. Pour la plupart, la décision est déjà prise. Ils partent. Rien ne dit marché libre comme un menu à 2 choix où les 2 goûtent le regret. Chaque statistique dans cette histoire représente une personne réelle. 70 000 propriétaires exploitants, 70 000, ça veut dire 70 000 individus qui ont pris un risque sur eux-mêmes. Certains conduisent des camions qui valent 150 000 dollars ou plus 150 000 dollars, financés à travers des années d'économie, des prêts de famille et une détermination pure et simple. Ce ne sont pas des travailleurs à la demande qui ramassent des quarts de travail à temps partiel. Ce sont des petits entrepreneurs qui assument chaque coût eux-mêmes, assurance, carburant, entretien, reconstruction de moteurs. Ils ont tout misé sur leur capacité à garder leurs roues qui tournent et leurs entreprises rentables. L'Assembly Bill 5, AB 5, ne menace pas un emploi, il démantèle des entreprises entières du jour au lendemain. Pour les transporteurs qui travaillent avec ces conducteurs, l'économie est tout aussi brutale. Convertir un entrepreneur indépendant en employé, ce n'est pas un simple changement de contrat. Ça veut dire absorber les taxes sur la paie, l'assurance santé, l'indemnisation des accidents du travail et les congés payés, tout en couvrant l'entretien et les coûts de carburant que les conducteurs géraient auparavant eux-mêmes. Pour un seul camion, le fardeau additionnel peut atteindre des dizaines de milliers de dollars par année. Multipliez ça par des dizaines ou des centaines de conducteurs et le calcul s'effondre, tout simplement. La plupart des transporteurs petits et moyens ne peuvent pas se permettre cette conversion. Et la plupart des propriétaires exploitants ne peuvent pas l'accepter. Ils n'ont pas bâti des entreprises juste pour redevenir des employés. Ils ont bâti des entreprises pour avoir le contrôle de leurs horaires, de leurs itinéraires et de leurs revenus. Face à la perte de ce contrôle, ils ne voient aucune voie à suivre en Californie. La loi ne fait pas que changer les règles du camionnage. Elle élimine la fondation sur laquelle 70 000 petites entreprises ont été bâties. 70 000. Et elle le fait d'un seul coup, sans période de transition, sans compromis et sans reconnaître les vies qu'elle renverse. Le résultat, ce n'est pas l'adaptation, c'est l'abandon. Les camionneurs ne restent pas pour se battre là-dessus. Ils partent.
Et ils emportent leurs camions, leurs compétences et leurs contributions économiques avec eux. La Californie ne perd pas des employés, elle perd des entrepreneurs. Et la différence compte plus que l'État semble comprendre. Parce que quand ces camions partent, ils ne reviennent pas. Et les conséquences de ce départ sont sur le point de se propager dans chaque coin de l'économie californienne. Apparemment, on ne peut pas optimiser une chaîne d'approvisionnement en effaçant les gens qui la font rouler. Qui l'aurait cru? Troisième partie sur 3, le 1er janvier, un nouveau désastre est arrivé. À travers la Californie, 473 stations-service, 473 ont fermé leurs portes de façon permanente. Au centre de cet effondrement se trouve le Senate Bill 445, le Senate Bill 445, aussi appelé SB 445, un mandat de l'État exigeant que chaque station-service modernise ses réservoirs de stockage souterrain. Le coût par site peut atteindre 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Pour la plupart des petits exploitants, ce montant est insurmontable. L'État a promis de l'aide par l'entremise d'un programme conçu pour soutenir les stations en difficulté. Mais ce programme s'est enlisé dans des retards bureaucratiques et des montagnes de paperasse. Des propriétaires ont attendu des années pour une aide qui n'est jamais arrivée. Pendant ce temps, les échéances de l'État n'ont pas bougé et les pénalités pour non-conformité n'ont pas arrêté. Chaque jour après l'échéance, les propriétaires de stations faisaient face à des amendes de 15 000 $ à 20 000 $ par jour, 15 000 à 20 000. Le calcul ne laissait aucune place à l'espoir. Devant des coûts de mise à niveau impossibles et des pénalités incessantes, des centaines de stations familiales ont tout simplement abandonné. C'est une ironie bien spéciale. L'aide arrive juste après la pancarte fermée pour toujours. Les fermetures ont frappé le plus fort dans les communautés rurales. Des stations qui servaient comme seule source de carburant sur 20 ou 30 000 ont disparu du jour au lendemain, 20 ou 30. Pompes barrées, enseignes délavées, terrain vide là où des conducteurs faisaient le plein avant de longs trajets vers l'intérieur. Pour les camions qui opéraient encore en Californie, une nouvelle menace est apparue. Pas la perte de contrat, mais le risque très réel de manquer de carburant en plein milieu de nulle part. Des tronçons d'autoroute qui avaient autrefois des stations tous les 10 000 en maintenant des écarts de 50 000 ou plus, 10 puis 50. Des conducteurs qui planifiaient leur route autour des horaires de livraison planifient maintenant leur route autour de la disponibilité du carburant. Le désert de carburant n'est plus une inquiétude lointaine. C'est la nouvelle réalité opérationnelle, écrite dans le silence des stations fermées et les kilomètres qui s'étirent entre les pompes encore ouvertes. Les services d'urgence ressentent aussi l'impact. Des camions de pompiers et des ambulances dans des comtés ruraux roulent maintenant 30 000 juste pour refaire le plein, 30. Ça ajoute des minutes critiques au temps de réponse pour les incendies, les urgences médicales et les accidents. Les équipes corporatives de logistique reconfigurent des chaînes d'approvisionnement complètes pour tenir compte de l'incertitude du carburant. Certaines conseillent à leurs clients d'éviter les routes californiennes, carrément. La combinaison de moins de camions et de moins de stations-service crée un problème qui s'alimente lui-même. Même si un camionneur voulait rester et opérer en Californie, l'infrastructure qui soutient cette opération est en train de disparaître. Ensuite, les raffineries ont commencé à fermer. Phillips 66, un nom associé au carburant californien depuis plus d'un siècle, a fermé sa raffinerie de Los Angeles en octobre 2025. Cette seule fermeture a éliminé 139 000 barils par jour de capacité de raffinage, 139 000 barils par jour, ce qui représente environ 8% de la production totale de carburant de la Californie. 8%, disparu en une seule décision. 6 mois plus tard, Valero a annoncé que son site de Benicia réduirait ses activités pour cesser d'ici avril 2026. Ça retire 145 000 barils par jour de plus. 145 000 barils par jour. Ensemble, ces deux fermetures effacent plus de 10 à 7% de la capacité totale de raffinage de la Californie en moins de 12 mois. 10 à 7% en moins de 12 mois. Les raffineries ne sont pas seulement des sites industriels. Elles sont l'épine dorsale de l'approvisionnement en diesel et en essence. Quand une usine aussi grande s'éteint, les effets dépassent largement la clôture du terrain.
Les distributeurs de carburant se démènent pour trouver des fournisseurs de remplacement. Les entreprises de camionnage font face à des marges plus serrées et des coûts plus élevés. Des travailleurs qui ont passé toute leur carrière dans ces installations font maintenant face au chômage. Et les gouvernements locaux perdent des millions en revenus fiscaux. La perte de près de 300 000 barils par jour veut dire moins de diesel pour les camions qui font bouger l'économie californienne. À mesure que la capacité de raffinage diminue, le système perd sa flexibilité. Une chaîne d'approvisionnement qui avait autrefois une marge de manœuvre fonctionne maintenant sur des marges ultra minces. N'importe quelle perturbation, que ce soit un problème de pipeline, un navire citerne en retard ou une demande inattendue, peut faire grimper les prix en flèche ou laisser des camions attendre un carburant qui tout simplement n'est pas disponible. Parce que s'il y a bien une chose que la logistique adore, ce sont les surprises, surtout celles qui apparaissent sur une jauge à essence. La Californie a parié qu'elle pouvait forcer des changements rapides dans ces secteurs de l'énergie et du travail sans conséquences majeures. Ce pari est maintenant testé en temps réel et les premiers résultats ne sont pas prometteurs. Les prix du carburant montent, la disponibilité diminue et l'infrastructure nécessaire pour soutenir l'industrie lourde s'érode plus vite que quiconque l'avait prévu. La marge d'erreur disparaît. Et dans un État qui fait passer 40% des importations du pays par ses ports, 40%, il n'y a aucune place pour l'erreur. La question n'est pas de savoir si ça va causer des perturbations. La question, c'est à quel point ces perturbations seront graves et à quelle vitesse elles vont se propager au-delà des frontières de la Californie. Les ports de Los Angeles et de Long Beach sont le cœur du commerce américain. Ensemble, ils traitent près de 40% de tous les conteneurs qui entrent aux États-Unis. 40%. Avec une capacité combinée qui dépasse 10 millions d'unités équivalentes à 20 pieds par année, 10 millions, 20 pieds, ces ports dépendent entièrement d'un flux constant de camions. Les marchandises passent des grues sur les quais vers les entrepôts, les centres de distribution et les gares de triage ferroviaires. Mais ce flux est en train de se briser, alors que des propriétaires exploitants évaluent les risques juridiques de rester en Californie et que des stations-service ferment par centaines. Moins de camions se présentent pour déplacer la marchandise. Les superviseurs portuaires et les transitaires suivent le changement en temps réel. Les conteneurs s'empilent plus haut dans les cours des terminaux, les temps d'immobilisation augmentent. Et les compagnies maritimes le remarquent. Certaines réacheminent discrètement des contrats vers des ports au Texas et sur la côte Est. Le calcul est simple. Payer des tarifs premium pour le bassin qui rétrécit de camions en Californie ou déplacer les opérations vers des États où l'infrastructure logistique est stable. Les dirigeants des lignes maritimes ne prennent pas des décisions émotives. Ils prennent des décisions financières. Et l'argent a une drôle de façon de voter, souvent avec ses pieds et parfois avec un porte-conteneur au complet. Les effets en cascade se répandent. Des entrepôts qui dépendent de livraisons ponctuelles de conteneurs font face à des retards. Des détaillants voient des trous dans l'inventaire et des fabricants paient plus cher pour déplacer des matières premières et des produits finis. Ce qui commence comme un problème californien devient rapidement un enjeu national, parce que les ports de Los Angeles et de Long Beach ne sont pas seulement des hubs régionaux. Ce sont la porte d'entrée principale des marchandises qui arrivent d'Asie. Électronique, vêtements, pièces automobiles, produits de consommation, tout passe par ces deux installations. Quand ces ports ralentissent, tout le pays le ressent. Les stratèges corporatifs des chaînes d'approvisionnement avertissent maintenant leurs clients au sujet d'horaires de livraison imprévisibles. Certains conseillent aux entreprises de bâtir des tampons d'inventaire plus grands. D'autres recommandent des routes d'expédition alternatives, carrément. La dominance de la Californie comme puissance logistique ne semble plus assurée. L'infrastructure qui rendait l'État indispensable s'effrite et les concurrents le voient. Des ports à Houston, Savannah et Newark investissent massivement dans des expansions de capacité. Ils voient une occasion et ils bougent vite pour capter des parts de marché que la Californie perd par défaut. La concurrence doit être contente, la Californie vient de faire leur marketing pour eux, gratuitement. Voilà à quoi ressemble une tempête parfaite. Pas un seul événement catastrophique, mais une série de décisions politiques qui se heurtent de façon dévastatrice.
L'Assemblée Bill 5, AB5, chasse 70 000 camionneurs, 70 000. Le Sénat Bill 445, SB 445, ferme 473 stations-service, 473. Des fermetures de raffineries éliminent 10 à 7% de l'approvisionnement en carburant de l'État. 10 à 7%. Et les ports, autrefois intouchables dans leur domination, commencent à plier sous le poids de tout ça. L'État n'a pas planifié cette convergence. Chaque politique a été menée séparément, avec des justifications séparées et des coalitions politiques séparées. Mais les conséquences se fichent de l'intention. Elles se fient à la réalité. Et la réalité, c'est que la Californie paralyse la chaîne d'approvisionnement même qui déplace 40% des importations américaines. 40%, les retards ne sont plus théoriques, ils sont mesurables. Les conteneurs restent immobiles plus longtemps. Les camions sont plus difficiles à trouver. Le carburant est plus cher et moins disponible. Et des entreprises prennent des décisions à long terme pour déplacer leurs activités ailleurs, c'est pas une perturbation temporaire qui va se régler toute seule, c'est un changement structurel. Et une fois ce changement complété, le renverser sera presque impossible. Le vrai coût de ces politiques commence à peine à apparaître. 70 000 camionneurs forcés de partir, 70 000 473 stations-service fermées, 473, 2 grandes raffineries fermées. Et les ports qui alimentent l'économie américaine font maintenant face à un avenir incertain. La Californie a bâti son infrastructure logistique sur des décennies. Elle est devenue l'envie du monde. Mais l'infrastructure est fragile. Elle dépend des gens, du carburant et du capital. Et quand des politiques chassent ces éléments, le système ne s'adapte pas. Il casse. La question maintenant est de savoir si la Californie va reconnaître l'ampleur de cette crise avant qu'elle devienne permanente, ou si l'État va continuer sur une voie qui privilégie l'idéologie au détriment de la réalité économique sur le terrain. Pour les camionneurs qui sont déjà partis, la réponse n'a plus d'importance. Ils sont partis et ils ne reviendront pas. Si vous avez trouvé cette analyse utile, abonnez-vous à Elizabeth Davis. Laissez un commentaire avec votre opinion sur ce que la Californie devrait faire ensuite. Partagez cette vidéo avec toute personne qui se soucie de l'avenir de la logistique américaine parce que cette histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer et les décisions prises dans les prochains mois vont déterminer si la Californie reste une puissance logistique ou si elle devient un avertissement, un exemple de ce qui arrive quand la politique dépasse la réalité. Et personne ne veut être une étude de cas, à moins que la leçon soit comment ne pas faire ça.